Ok. Alors, dans cette partie-là, on va étudier la dynamique du piston. On va voir comment les efforts vont être transmis du piston vers le vilebrequin. Aussi, ici, on va étudier deux cas, le cas de décalage et non décalage. On va commencer par le cas sans décalage. Pour le cas sans décalage, comme on a déjà dit, l'axe du cylindre passe par le centre du vilebrequin. Et ce qui va se passer, c'est que sous l'effet de la combustion, on va avoir une pression élevée à l'intérieur de la chambre de combustion. Cette pression va avoir un effet, va être traduite par une force agissant sur le piston. Et cette force-là va être transmise entre les différentes pièces du moteur, comme on va le voir ensemble dans ce chapitre. Alors, pour commencer, on va définir les différentes parties. On a des parties fixes et on a des parties mobiles. Et on va voir que les parties fixes sont soumises à des contraintes. Et pour cela, on doit étudier ces contraintes pour pouvoir savoir quel est le type de matériel qu'on doit utiliser pour pouvoir supporter ces contraintes mécaniques. Alors, principalement, les parties fixes sont le bloc moteur et les cylindres, alors que les parties mobiles sont piston, bielle et manivelle. Maintenant, on va commencer par l'analyse du piston. Toujours, quand on va faire l'analyse des forces, on peut tracer le diagramme des forces agissant sur le piston. Et toujours, quand on trace le diagramme des forces, on doit, si vous voulez, dire dans quel repère on est en train de travailler. Si on représente les forces dans un repère fixe ou dans un repère mobile. Pourquoi? Car vous savez que si on a un repère en accélération, on doit ajouter alors la force d'inertie, n'est-ce pas, agissant sur le piston. Alors ici, premièrement, si je considère le schéma du bloc isolé, on va voir quels sont les efforts transmis au piston. Premièrement, on a la pression des gaz, bien sûr, la force de pression des gaz. Quand on dit ici PG, c'est égal à la pression. C'est quoi G? Ici, si je prends le piston, j'ai la pression de ce côté. De ce côté-là, j'ai la pression à l'intérieur du cylindre, si vous voulez. Et n'oubliez pas que de l'autre côté, ici, j'ai la pression atmosphérique. Alors, je peux dire que je vais prendre la pression de gauche comme la différence. Si je fais la différence entre la pression absolue des gaz et la pression atmosphérique, si vous voulez, PG, c'est P, pression absolue des gaz, force de pression absolue des gaz, moins force de pression atmosphérique. Quand je vais, pour distinguer entre force de pression et pression, grand P, je peux considérer que grand P, c'est la force, et petit p, c'est la pression. Et je sais que c'est P, pression absolue fois l'air du piston ici, qui est égal à pi d carré sur 4. Soit pi d carré du piston sur 4. Moins la pression atmosphérique fois pi d carré sur 4. Alors, je peux prendre en facteur pi d carré sur 4, que je vais nommer A du piston, fois pression absolue moins pression atmosphérique. Pression absolue moins pression atmosphérique me donne la pression de gauche. Alors, je peux dire que c'est AP fois PG, petit PG. Ou si vous voulez, je peux remplacer par grand PG, ce qui est la force de pression des gaz. Okay? Et bien sûr, j'ai l'effort des parois. Et j'ai l'action de la bielle, car le piston est connecté à la bielle. Quand je prends le système du piston, je vais prendre en considération la force de la bielle sur le piston. Alors, ici, s'il vous plaît, il y a une petite faute de tape. Ici, ce n'est pas dans le repère mobile, c'est dans le repère fixe.
Car si je prends dans le repère mobile, je dois ajouter la force d'inertie qui est égale à moins m du piston fois l'accélération du piston. Et si je travaille dans le repère fixe, je ne parle pas de force d'inertie. On va dériver ensemble l'expression dans les deux repères et vous allez voir que j'obtiens exactement le même résultat. Alors, pour pouvoir, si vous voulez, modéliser l'interaction entre piston et bielle, la bielle peut être modélisée comme suivant. Je peux considérer, d'après la structure de la bielle, hein, si vous voyez la forme de la bielle c'est comme ça. On a une tige avec des extrémités. Et d'après la géométrie, on peut voir que la masse est concentrée en ces deux parties-là, alors que la partie entre les deux a une masse presque négligeable. C'est pour cela un bon modèle de la bielle est de considérer que la bielle est divisée en trois parties. Une masse rapportée au piston que je nomme masse de la bielle rapportée au piston. Une masse rapportée à la manivelle que j'appelle masse de la bielle rapportée à la manivelle. Et une tige de masse négligeable qui va relier les deux masses. Alors, masse de la tige que je néglige, c'est à peu près 0. Ce modèle-là va beaucoup simplifier l'analyse. Pourquoi? Car si j'ai une tige de masse négligeable et elle transmet une force, comment elle va la transmettre? Qui se rappelle? Si je fais l'analyse de transmission des forces, une tige de masse négligeable va transmettre une force suivant quelle direction? Direction de la tige. Oui, exactement. Suivant la direction de la tige. Là, si elle est de masse négligeable, je vais avoir somme des moments par rapport à son centre nul. Alors, les deux forces doivent être collinéaires de côté et d'autre de la tige, doivent être collinéaires. Alors elles doivent être suivant la ligne de la tige. OK? Car l'inertie de la tige est nulle. Alors, ce modèle-là va simplifier beaucoup l'analyse car je peux considérer que la force de la tige sur la masse de la bielle rapportée au piston va être suivant cette direction. Et alors, si je prends le piston avec la masse de la bielle rapportée au piston et je considère l'effet de la tige sur ce système, l'effet de la tige sur ce système va être alors suivant la direction de la bielle. Et déjà, je connais que cette direction est définie par l'angle bêta. Alors, c'est un avantage pour moi de prendre comme système pas seulement le piston tout seul, le piston plus la masse de la bielle rapportée au piston. Car si je prends le piston tout seul comme système, بتبطل الforce transmise par la bielle suivant la direction bêta. Pourquoi? لأنه بتصير l'action إذا بتكون de la masse de la bielle rapportée au piston sur le piston. Et alors, elle va avoir une direction différente de bêta que je peux trouver par analyse dynamique. بس أنا pour commencer, je prends tout le système pour réduire le nombre d'inconnus. Si je prends comme système le piston plus la masse de la bielle rapportée au piston, alors je peux dire que la force transmise sur ce système par la tige va être suivant l'angle bêta. OK? Et alors, si je reviens maintenant à mon diagramme, je peux dire dans mon diagramme que si j'ajoute à mon piston ici, si je prends avec lui la masse de la bielle rapportée au piston, cet angle-là va être connu, va être égal à bêta. Alors que si je prends le piston tout seul, faites attention, la direction de F est inconnue. Je vais ajouter une inconnue à mon système. Maintenant, comment trouver pour mon modèle, quelle est la masse de la bielle rapportée au piston? Quelle est sa valeur?
toujours quand on fait un modèle, on doit s'assurer que les propriétés dynamiques sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Alors, premièrement, on doit avoir pour le modèle et pour le cas réel la même masse totale. Alors, la première équation qu'on peut écrire, c'est que la masse totale de la bielle doit être égale à la masse de la bielle rapportée au piston plus la masse de la bielle rapportée à la manivelle. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pour avoir des systèmes équivalents, c'est que je dois avoir la même position du centre de gravité. Et je sais que si je divise un corps en plusieurs parties, je peux calculer la position de son centre de gravité suivant l'équation suivante. Somme xi mi égale à x du centre de gravité fois la masse totale. Alors maintenant, si je prends un repère centré au centre de gravité et je veux trouver, si vous voulez, quelle doit être la distance entre le centre de gravité du système et la masse de la bielle rapportée au piston, et quelle doit être la distance entre G et la masse de la bielle rapportée à la manivelle. Je peux dire que si je nomme LP la distance entre piston et centre de gravité, et LM la distance entre centre de gravité et manivelle, je peux dire alors que la longueur totale de la tige, c'est égal à LP plus L1, premièrement. Et deuxièmement, je peux dire que X de G, si je prends un système centré en G comme ça, alors X de G dans ce système-là est nul. X de G fois la masse totale de la rode, de la tige, de la bielle, égale à 0. Et c'est égal à somme fois XI MI. Alors, dans ce repère-là, j'ai que pour la masse de la bielle rapportée au piston, son abscisse est négative, c'est moins LP. Alors, c'est moins masse de la bielle rapportée au piston fois LP. Et pour la masse de la bielle rapportée à la manivelle, le coordonnée, c'est plus L1. Alors, c'est plus masse de la bielle rapportée à la manivelle fois L1. Alors, maintenant, on a trouvé, si vous voulez, une relation entre LP et LM. Et en utilisant que on peut remplacer LP par L moins L1. Alors, on peut trouver quelle est l'expression de LM en fonction de L. Alors, on peut, si vous voulez, trouver la position du centre de gravité pour avoir des systèmes équivalents et les valeurs de LP et LM. Alors, si on revient à notre équation, comme on a déjà dit, la condition c'est moins LP fois masse de la bielle rapportée au piston plus LM fois masse de la bielle rapportée à la manivelle égale à 0. Maintenant, comme on a déjà dit, on a trouvé cette équation-là reliant les deux masses pour savoir quelle est la relation entre masse de la bielle rapportée au piston et masse de la bielle rapportée à la manivelle. Alors, si je remplace maintenant, si vous voulez, ici, je sais que je peux remplacer masse de la bielle rapportée au piston, je peux la remplacer par masse de la bielle moins masse de la bielle rapportée à la manivelle. Et alors, en faisant cela, et en utilisant que LM plus LP c'est égal à L, je peux démontrer que la masse de la bielle fois LP, c'est égal à masse de la bielle rapportée à la manivelle fois LM plus LP qui est égal à L. Alors, je déduis que la masse de la bielle rapportée à la manivelle, c'est égal à MB fois LP divisé par L. Alors que masse de la bielle rapportée au piston, c'est
c'est la différence entre MB. Alors, si je fais maintenant MB moins, moins MB fois LP sur L, j'obtiens MB fois L moins LP sur L. Et L moins LP, je peux remplacer par LM. Alors, j'ai su maintenant comment diviser la masse de la bielle entre deux parties pour avoir un système équivalent. Alors, je dois mettre la masse de la bielle qui doit être rapportée au piston est égale à la masse de la bielle fois Lm sur L, alors que la masse de la bielle rapportée à la manivelle est égale à Mp fois Lp sur L. Et bien sûr, Lp et Lm sont connus d'après la position du centre de gravité de la bielle. Quand on vous donne une bielle, ils vont vous dire quelle est la position de son centre de gravité. Alors, vous avez déjà les propriétés Lp et Lm qui sont données. OK? Et vous connaissez la masse totale de votre bielle. Alors, en connaissant les paramètres Lp, Lm et la masse totale de la bielle, vous pouvez, d'après cette analyse, savoir comment, si on veut appliquer notre modèle, quelle doit être la masse de la bielle qu'on doit rapporter au piston et quelle doit être la masse de la bielle qu'on doit rapporter à la manivelle. OK? Et maintenant, on remplace notre bielle par le modèle suivant. On a une masse rapportée au piston, une tige de masse négligeable et une masse rapportée à la manivelle. OK? Question sur cette partie? Alors, maintenant, une fois qu'on a défini quelle est la masse de la bielle qui doit être rapportée au piston, ce qu'on va faire, on va prendre comme système, comme je vous ai déjà dit, masse du piston plus masse de la bielle rapportée au piston pour prendre l'avantage que l'action de la tige sur ce système va être suivant la ligne de la tige. Alors, le système que je vais considérer maintenant, c'est piston plus masse de la bielle rapportée au piston. Et je vais négliger le poids du piston et les frottements comparés aux autres forces. D'après l'expérience, le poids du piston et les forces de frottement sont négligeables par rapport aux pressions des gaz, force de pression des gaz, par rapport à la force d'inertie et par rapport à la réaction de la bielle sur le système et bien sûr la force des parois sur le système. Alors, premièrement, ici, ils vont représenter toutes les forces. Puis, ils vont considérer quelles sont les forces négligeables et quelles sont les forces que je dois prendre en considération. Si je veux représenter toutes les forces, et je vais toujours, je dois dire dans quel repère je travaille. Je vous ai déjà dit, si vous prenez le repère du piston, vous devez faire attention à ajouter les forces d'inertie. Okay? Alors que si vous travaillez dans un repère fixe, vous ne mettez pas les forces d'inertie. Okay? Alors, dans le repère du piston, quelles sont les forces qui agissent? Dans le repère du piston, on a force d'inertie égale à moins M piston fois accélération, moins masse du système, car ici, je prends un système piston plus masse de la bielle rapportée au piston. Alors, c'est moins M système piston fois accélération du piston. J'ai la force de pression des gaz, comme on a déjà dit, c'est la pression de gauche fois pi d carré sur 4. J'ai bien sûr la force de frottement avec les parois des cylindres, mais par expérience, cette force est négligeable par rapport aux autres. J'ai la force de la bielle sur le système qui est suivant la direction de la bielle. C'est pour cela que je peux dire que cet angle-là est bêta. Je répète, j'ai pu faire cela car j'ai pris la masse de la bielle rapportée au piston avec le système piston. Si j'ai pas fait si je prends le système piston tout seul, cette force, je ne connais pas sa direction. Alors, j'ajoute une inconnue. C'est pour cela, c'est un avantage de prendre les deux. Et une fois que je prends les deux et je connais et je trouve les forces agissant sur le piston, je peux après prendre le piston tout seul pour déduire quel est l'angle de force transmise par la masse
de la bielle rapportée au piston sur le piston. On va faire un exercice sur cela. Alors, j'ai représenté toutes les forces. J'ai encore la force normale des parois. Le piston repose sur les parois. Ok, il peut reposer de ce côté ou de ce côté, ça dépend. Alors, dans cette figure, je sais que somme des forces suivant x nul, car le déplacement. Si vous voulez, si vous avez nommé cette direction, on a nommé x. Alors sur y, ici, pas de déplacement. Alors somme des forces suivant y nul. C'est pour cela, comme j'ai déjà la bielle qui a une composante suivant la gauche, alors la paroi doit agir suivant la droite avec une force N. Alors N représente la force de la paroi sur le piston pour équilibrer la composante horizontale de la force de la bielle agissant sur le système. OK? Alors, maintenant, une fois que je représente toutes ces forces-là, je peux utiliser les résultats des expériences pour dire que les frottements et le poids du piston au système piston sont négligeables par rapport aux autres forces. Alors, les forces dominantes sont la force de la paroi. Alors, on a déjà dit ça, c'est la force de la paroi sur le piston. La force de la bielle sur le système, qui est suivant l'axe de la tige. La force de pression des gaz et la force d'inertie. Alors, maintenant, comme je suis en train de travailler dans le repère du piston, si je suis dans le repère du piston, somme des forces sur le piston, c'est égal à quoi? Zéro. Très bien. Si je me mets sur le piston, alors je vais me déplacer avec lui. Alors, somme des forces sur le piston va être nulle. C'est pour cela maintenant, si je travaille dans le repère du piston, somme des forces est zéro. Et alors, je dois ajouter, comme on a déjà dit, la force d'inertie, qui est égale à moins la masse du système, qui est composée de la masse du piston plus la masse de la bielle rapportée au piston, fois l'accélération du piston. Alors que si je travaille dans un repère galiléen, c'est-à-dire qui n'est pas accéléré, somme des forces ne va pas être zéro, somme des forces, si je regarde le piston de l'extérieur, je vois qu'il a une accélération. Alors, dans ce repère galiléen, j'ai que somme des forces extérieures égale à la masse de mon système fois l'accélération du piston. Qu'est-ce qui va changer dans la somme des forces? Je ne prends plus la force d'inertie. Car la force d'inertie, c'est une force fictive que je ressens seulement dans un repère non galiléen. Et vous allez voir que c'est équivalent. Là, non. Ici, quand j'ajoute PI de ce côté, je mets somme des forces égale à 0. Alors que dans le cas du repère galiléen, je n'inclus pas la force PI, mais je dis somme des forces extérieures égale à masse totale fois AP. Et les deux équations sont équivalentes, car si vous prenez PI de l'autre côté, vous allez obtenir PG plus force paroi sur système piston plus force bielle sur système piston égale moins PI. Et moins la force d'inertie, c'est égal à plus masse du système fois accélération du piston. Et bien sûr, les deux équations sont équivalentes. Okay? Alors, travaillez dans le repère que vous voulez, mais faites attention. Si vous travaillez dans un repère non galiléen, n'oubliez pas d'ajouter la force d'inertie. Alors, maintenant, les deux repères vont donner la même expression que force de pression des gaz plus force bielle sur système du piston plus force paroi sur système piston égale à MP plus MBP fois l'accélération du piston. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de voir comment la force transmise au piston va se décomposer. OK? D'après mon équation là, ici, la force transmise par les gaz de combustion, c'est quoi? C'est cette partie-là. OK? J'ai PG. Si vous voulez, si je prends PI de l'autre côté, c'est PG plus PI. La force PG plus PI, c'est-à-dire force de pression des gaz plus force d'inertie, peut être écrite comme moins force de la bielle sur le piston
moins force paroi sur piston, n'est-ce pas? Alors, je peux déduire l'analyse suivante. Je sais que par action-réaction, moins force bielle sur système piston, c'est égal à plus force du piston, du système piston sur la bielle. Et moins la force paroi sur système piston, c'est plus la force N transmise par le système piston sur paroi. Et alors, je peux dire que la force qui est transmise au piston, qui est égale à PG plus PI, pression des gaz plus force d'inertie, va être décomposée en deux forces. Une composante sur les parois et une composante suivant la bielle. Et vous croyez quelle est la composante qui va avoir un effet positif et qui va nous aider à produire un travail? Est-ce que N a un effet positif, une force transmise par le piston sur les parois? Non. Non. On va voir que cette force-là va créer un moment de basculement sur les parties fixes du moteur. Et on désire diminuer N, car N, c'est une contrainte qui agit sur la partie fixe du moteur. Le bloc, le piston va agir sur le bloc cylindre. Alors, il va créer une certaine force de contrainte. Et on va voir ensemble que quand on fait l'analyse de transmission de S, aussi on va avoir, quand on réduit S à la fin, on va avoir une force N opposée à celle-là. Et ces deux forces agissant sur la partie fixe vont créer comme un moment de basculement qui va créer une contrainte sur cette partie. C'est pour cela que cette partie doit supporter ce moment de basculement. Alors, N, on désire la diminuer si possible pour diminuer les contraintes sur le moteur. La force qui va avoir un effet positif, c'est S. Car S, on va voir comment elle va être transmise de la bielle vers la manivelle et comment elle va aboutir à la rotation de notre vilebrequin. Alors, on a déjà dit que cet effet-là va créer des contraintes sur la partie fixe du moteur, alors que S va être transmise à travers la tige de la bielle. Et comme on a déjà dit, comme on va dans notre modèle, on considère que cette tige est de masse négligeable. Alors, la force va être transmise suivant la ligne d'action de la tige. Et on sait que la tige est en train de connecter deux parties. Le système piston-bielle. Et de l'autre côté, on va prendre un autre système, qui est le système manivelle et masse de bielle rapportée à la manivelle. Car comme on a déjà dit, on a modélisé notre tige par deux masses, une rapportée au piston et une autre rapportée à la manivelle. Okay? Alors, de nouveau, pour dire, on va prendre la masse de la bielle rapportée à la manivelle avec la manivelle comme système, pour dire que l'interaction entre ce système-là et la tige est suivant la direction de la tige. OK? Alors, maintenant, on va passer à l'analyse de transmission des forces de la tige vers le système de la manivelle. Alors, alors ici, dans les notes, si vous voulez, il y a quelques parties qui sont répétées, car parfois, il me demande des questions en classe, on répète une certaine partie. Alors ici, c'est exactement la même chose, ok? On répète l'analyse et on voit ici, si vous voulez, en détail comment on a trouvé PG. Ok, faites attention. Comme j'ai déjà dit, quand vous avez juste PG, pression des gaz, ça c'est la pression des gaz gauche. Alors que si je vous mets P', c'est là, quand on met P', c'est le symbole de absolu. Okay? Et on sait que quand je fais la soustraction, j'ai que de ce côté-là, du côté inférieur, j'ai la pression atmosphérique. De ce côté, j'ai la pression absolue. Alors, la résultante totale va être P'G moins PA, que je peux remplacer par
PG. OK? Alors, quand je vous donne juste PG, c'est la valeur de gauche, pression de gauche. Alors que si je vous donne P', vous devez soustraire PA de P'. OK? Voilà. Alors maintenant, on a dit que on va prendre le système maintenant de la manivelle. OK? Alors, quelle va être l'idée ici? On a la manivelle. Ici, on illustre la manivelle. On fait l'illustration de la manivelle. La manivelle est formée de plusieurs parties. Premièrement, on a le maneton. Le maneton, c'est la partie connectée à la bielle. OK? Alors, ça, c'est la bielle. La bielle est connectée au maneton. Et on a, le maneton est relié à l'axe du tourillon, à l'axe, du vilebrequin, à travers des parties qu'on nomme flasques. Alors, ces deux parties-là, ici, ce sont les flasques de la manivelle. OK? Et les flasques, si vous voulez, constituent le rayon de notre vilebrequin. Et la manivelle repose sur, si vous voulez, l'axe du vilebrequin à travers des tourillons. Les tourillons sont des supports qui vont relier, si vous voulez, la manivelle à l'axe du vilebrequin. Ça, c'est l'axe du vilebrequin. Okay. Alors, les manivelles sont supportées sur l'axe du vilebrequin par les tourillons. Alors, chaque manivelle repose sur deux tourillons et elle va tourner pour créer le couple de rotation du vilebrequin. Maintenant, si je veux faire l'analyse de transmission des efforts entre la bielle et la manivelle, je peux considérer premièrement la masse de la bielle rapportée à la manivelle toute seule. Et je peux considérer le système des deux ensemble. OK? Et on va voir quel est l'avantage de prendre chaque partie. Mais comment faire l'analyse si je prends la masse toute seule? Comment je fais l'analyse si je prends la masse et la manivelle ensemble? OK? Alors, premièrement, pourquoi j'ai intérêt à prendre premièrement cette masse toute seule? Car quand je veux faire le design de mon moteur, je dois choisir des propriétés convenables pour les différentes parties. Et spécifiquement, les parties qui sont soumises à de grandes contraintes mécaniques sont le maneton et les tourillons. Ces deux parties sont très critiques. C'est pour cela que je dois connaître quels sont les efforts transmis de la bielle au maneton, puis je dois connaître quels sont les efforts transmis de la manivelle au tourillon. Et ces parties, le tourillon et les manetons, doivent être constitués d'un matériel très fort et rigide pour pouvoir, si vous voulez, supporter ces contraintes mécaniques agissant sur ces parties. OK? Alors, notre but maintenant, c'est de voir quels sont les efforts transmis au maneton et quels sont les efforts transmis au tourillon. Si je prends le système manivelle plus masse de la bielle rapportée à la manivelle, l'effort sur le maneton devient interne, car l'effort sur le maneton est dû à la transmission entre la masse de la bielle rapportée à la manivelle et le maneton. C'est pour cela que j'ai intérêt à prendre premièrement la masse de la bielle rapportée au maneton toute seule pour pouvoir estimer cet effort-là. Car si je prends le système masse de la bielle rapportée à la manivelle plus manivelle, l'effort sur le maneton devient interne. Je ne peux pas le trouver. Je peux juste trouver l'effort transmis au tourillon. Alors, quand je veux trouver l'effort transmis au tourillon, je peux prendre système masse plus manivelle. Mais si je suis intéressé à analyser l'effort entre ces deux parties-là, entre la masse de la bielle rapportée à la manivelle et le maneton, je dois les séparer. OK? Alors, premièrement, je vais prendre cette masse toute seule. Cette masse qui est ici, qui connecte la bielle et la manivelle. Je dois la prendre toute seule pour voir
quelle va être la force transmise par cette partie-là à mon manoton? Alors, cette partie-là est soumise à quoi? Cette partie-là connecte la tige de la bielle. Et on a dit que la tige transmet un effort suivant son axe. Et quand je prends cette masse-là, la force de la tige sur cette masse va être transmise suivant la direction de la tige. Alors, je connais cette direction-là. Cette direction-là, c'est bêta. Et cette force-là, c'est la force S qui est transmise par le piston à la tige. De l'autre côté, cette partie-là est connectée au manoton. Alors, j'ai la force du manoton sur la masse de la bielle rapportée au manoton. Et bien sûr, je répète, je dois préciser mon système. Quel est le système que je suis en train de faire l'analyse? Dans quel repère je suis en train de faire l'analyse? Si c'est un repère galiléen, je ne mets pas la force d'inertie. Si j'ai un repère, إذا بدي آخذ هون repère non galiléen, شو فيني آخذ repère؟ Quel repère je peux prendre إذا بدي أعمل analyse dans un repère non galiléen? Manoton. Oui, je peux prendre le repère de la manivelle. Et la manivelle est en rotation. Si je prends le repère de la manivelle en rotation, dans ce repère-là, je dois considérer la force d'inertie agissant sur la masse. OK? Sinon, si je travaille dans un repère absolu, je dois dire que somme des forces agissant sur la masse de la bielle rapportée au manoton, c'est égal à cette masse-là fois l'accélération de cette masse. Et quelle est l'accélération de cette masse? La masse de la bielle rapportée au manoton, elle a accélération dans quelle direction? Radial. تبع شو؟ Accélération radiale. Non, pas de la bielle. Regardez. نحن هون هيدي elle va tourner مظبوط؟ مش هي إذا بناخذ الفيجور الكوب du Villebrequin هيدي الماس elle est ici, n'est-ce pas? Elle est à une distance R du centre. ونحن قلنا انه le Villebrequin tourne à vitesse angulaire constante. يعني si je veux trouver l'accélération dans le repère absolu de cette masse, أول شيء حيكون عندها accélération tangentielle. نحن بنعرف بالروتاسيون عندنا accélération tangentielle وعندنا accélération normale. Mais ici, comme oméga est constante, on raisonne en régime de rotation constante du Villebrequin. يعني AT égale à 0. Alors, l'accélération de cette masse va être réduite seulement à une accélération normale. Et l'accélération normale, sur l'expression tabac, oméga carré fois le rayon R de la manivelle, n'est-ce pas? Alors, si je travaille dans un repère galiléen, je dois dire que somme des forces, c'est égal à M fois AN. La norme de AN, c'est oméga carré fois R. Et la direction de AN, c'est dirigée de la, si vous voulez, de la masse vers le centre du Villebrequin. OK? Alors maintenant, si je veux écrire l'équation de Newton dans le repère absolu, je peux dire que somme des forces sur la masse de la bielle rapportée à manivelle, c'est S plus force manivelle sur masse de la bielle, c'est égal à masse de la bielle rapportée à la manivelle fois l'accélération AN. L'accélération AN, c'est, comme on a déjà dit, c'est oméga carré fois R en A. Et on peut dire que cette force-là, c'est moins la force centrifuge, n'est-ce pas? C'est égal à moins la force centrifuge agissant